Bienvenue sur CNews cet après-midi. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine de 90 minutes info. Dans un instant, je vous présente mes invités du jour. Mais avant cela, le programme aujourd'hui a commencé par cette attaque violente contre un équipage policier à Cannes. Et toujours ces questions sur la cible que constitue jour après jour cette profession. Dans l'enfer du crack, les toxicomanes et les riverains de l'Est parisien vivent chacun à leur manière un calvaire, situation qui paraît toujours insoluble. Par manque de volonté politique, on en débat tous ensemble. Et puis la politique, avec Arnaud Montebourg qui reprend à son compte une proposition d'un certain Éric Zemmour et qui provoque un tollé à gauche. On le commentera dans un instant avec les invités et les invités du jour. Ce sont Carole Guillerme, conseillère régionale du Modem des Hauts-de-Seine. Bonjour, merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Aurélien Véron également est là, conseiller de Paris, porte-parole du groupe Changer Paris. Merci à vous d'être là. Bonjour Philippe Doucet, vous êtes membre du bureau national du PS et ancien maire d'Argenteuil, on le rappelle à chaque fois. Quant à vous, Jean-Marc Chipot, bonjour. Vous êtes porte-parole de Debout la France. Alors on va donc revenir, pour commencer, comme je le disais dans le sommaire précédemment, à ce policier qui a été attaqué tôt ce matin à l'arme blanche. Ça s'est passé devant le commissariat de Cannes, dans les Alpes-Maritimes, par un homme indiquant agir au nom du prophète. La piste terroriste est d'ores et déjà envisagée, même s'il est trop tôt pour tirer des conclusions absolues de cette enquête qui vient de débuter. Je vous propose d'écouter, avant de le commenter, la réaction de Gérald Darmanin, qui s'est rendu sur place tout à l'heure. Je vais commencer avec vous, Jean-Marc Chipot. Alors cet homme, on l'a bien compris, Gérald Darmanin, il a reçu un récépissé de demande de carte de séjour, ce qui fait que son cas n'est pas encore scellé. Mais néanmoins, ça pose d'ores et déjà la question, plus globalement, de la reconduite à la frontière. Alors oui, sauf que là, ça s'applique pas à ce cas particulier. Par contre, je crois comprendre que donc il a une carte de résident italien qui date de 2016. On est quand même en 2021, ça c'est vieux de 5 ans. Donc quel est son statut administratif depuis cette date-là, personne ne le sait. Alors le cas des OQTF, oui, on en a parlé, on a beaucoup évoqué ça au moment de l'assassinat de ce prêtre en Vendée cet été. Il y a un réel problème, c'est vrai. Il faut négocier avec les pays de départ, ça on est tous d'accord là-dessus. Alors tout le monde a des solutions, je pense qu'on en reparlera plus tard dans l'émission. Oui. Tout le monde a sa solution miracle pour régler le problème. Nous, ce que nous pensons, c'est quoi? C'est que la politique et la campagne électorale est là pour nous le rappeler. La politique, c'est d'abord l'expression d'une volonté. En l'occurrence, une volonté pour protéger la population. Et maintenant, on en est rendu même à avoir une volonté à protéger la police qui protège la population. Donc ça devient quand même de plus en plus complexe. Il faut qu'on pose quand même aujourd'hui comme postulat de départ que la police protège la population. Et que par conséquent, toutes les personnes qui s'en prennent à la police, alors qu'elles soient françaises, étrangères, quel que soit leur statut administratif, etc., ces personnes-là doivent encourir des peines planchées. Voilà. Et qu'on remette déjà un peu l'église au milieu du village. C'est pas normal de s'en prendre aux policiers, mais c'est pas normal de s'en prendre aux gendarmes, aux pompiers, aux médecins, au personnel de santé qui vont dans les cités. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut exfiltrer les gens. Gérald Darmanin disait que cette personne n'était pas fichée S. C'est vrai, dont acte. Enfin, c'est vrai. On peut lui donner crédit pour l'instant, sauf qu'il y a 20 000 personnes qui sont fichées S à peu près en France. Il y en a la moitié à peu près pour des cas liés au terrorisme. Et vous avez 4000 qui sont vraiment dans le dur, qui sont dans ce qu'on appelle le haut du panier. Moi, je pense qu'il faut qu'on expulse les personnes qui sont fichées S pour terrorisme, avec une efficacité qui ne sera pas forcément totale. En revanche, ça permettra de dégager des heures de travail à nos policiers, parce que pour surveiller une personne fichée S, il faut 15 ou 20 fonctionnaires. J'aimerais vous faire réagir à ce qu'elle disait, Carole Guillerme, à l'instant, sur le Beauvau de la sécurité. Est-ce que ça va résoudre tous les problèmes? Est-ce que c'est la clé? Est-ce que c'est un instrument très utile aujourd'hui? Quand vous avez la réforme de la procédure de traitement des dossiers qui est renvoyée aux États généraux de la justice, vous savez déjà que vous n'avez rien réglé. Donc on a encore différé, en fait. On a fait un beau Beauvau, pardon, c'est pas très heureux comme formule, mais voilà, on s'est réunis, on a pris un certain nombre de décisions. Je pense qu'effectivement, le renouvellement des voitures de police était plus que nécessaire. Sur les gilets pare-balles, Nicolas Dupont-Aignan a donné, quand elle existait encore, sa réserve parlementaire au commissariat de hier, parce qu'il n'y avait pas de gilet pare-balles.
Oui. Où le gilet On est pare-balles obligé était dans d'aller un tel état. fouiller dans les fonds de tiroir. Et vous avez des policiers qui sont obligés de s'équiper eux-mêmes. Voilà, c'est un gros problème. Et vous aviez ce matin sur votre antenne David Lebars, qui est secrétaire général SCPN UNSA, qui disait l'État nous doit une protection physique, mais l'État nous doit aussi une protection juridique. Voilà. Et trop souvent, les policiers ne se sentent pas soutenus par la justice et ils ne se sentent pas soutenus par leur propre hiérarchie. La présomption de légitime défense pour les policiers, vous êtes pour, évidemment? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, Ça serait aussi une mesure adéquate? C'est le sens. Encore une fois, il n'y a pas de mesure miracle. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Personne aujourd'hui n'est en état de dire si on prend cette mesure-là, on va régler le problème. En revanche, la volonté politique que l'on doit avoir, c'est quoi? C'est effectivement qu'à chaque attaque de policier, il y ait une réponse systématique, que les policiers soient soutenus par leur hiérarchie, qu'on ait une réforme quand même judiciaire, qui nous permette d'exfiltrer les fauteurs de troubles des cités. Et après, sur la menace terroriste globale aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a une menace endogène qui a été pointée par la DGSI il y a très peu de temps, qui est celle qui aujourd'hui est la plus dangereuse selon les services. On avait une grosse menace exogène, maintenant on est passé. Là, c'est pas endogène. Hein. Pardon? Là, c'est pas endogène. C'est pas endogène, ce ne sont pas des ressortissants français. Non, mais la menace endogène... On peut gloser sur le sens du mot endogène. Mais... Après, vous avez un mix. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, en juillet, Al-Qaïda qui a diffusé des films où la France est citée régulièrement, où les caricatures de Charlie sont citées régulièrement, où Emmanuel Macron, Gérald Darmanin sont cités régulièrement. Il y a une haine de la France qui est attisée dans tout le monde musulman. Et effectivement, vous avez... Alors, c'est pour ça que je dis que ce ne sont pas vraiment des loups solides. Dans tout le monde musulman, dans certains pays, par des partis islamistes, parce que beaucoup de pays musulmans ont une grande amitié avec la France. Donc ne mélangeons pas le monde musulman et les pays ou les partis qui ciblent la France. C'est pas forcément agité par la sphère politique non plus. Ça se fait par le monde religieux, associatif. La Tunisie ont une très bonne relation avec la France. Oui, mais dans le monde musulman, y compris au Maroc, y compris en Tunisie, vous avez des gens qui se lèvent pour lutter contre la France. J'ai pas dit que le pays était anti-français. Je dis que dans ces pays-là, un peu partout, et vous retrouvez ça un peu partout dans les pays musulmans, et c'est pas la seule menace qui nous vise, mais en l'occurrence, c'est de ça dont on parle. Vous avez des gens qui se trouvent par opportunisme sur le territoire national et qui peuvent effectivement, je vous concède aussi qu'il ne faut pas être tout à fait normal pour se lever un matin à 6h et attaquer des policiers. Mais voilà, il y a quand même une population comme ça qui existe. Tout le pays est frappé de désordre psychologique, on peut dire en ce moment. Et sur les plus faibles, les plus fragiles, ça a un impact absolument terrible. Et on ne s'en débarrassera pas comme ça d'un revers de la main. Retour au débat avec nos invités toujours autour de la table. Ils ont sévi ces dernières semaines avec leur déguisement directement identifiable. Ce sont bien sûr les Dalton qui provoquent à nouveau les autorités lyonnaises. Leur dernier méfait résumé par Mélodie Stevenson. Un individu qui saute le grillage de la prison de Lyon-Corba pour y jeter un colis et repart sans y être arrêté. La scène est improbable. C'est la dernière provocation du groupe de rappeurs lyonnais les Dalton qui défie une nouvelle fois la police. L'État, nous, collectivement, on peut accepter ça. Parce que c'est plus un État, là c'est une espèce d'anarchie par rapport à ça. Donc les gens, ils veulent un État par rapport à ça. Non mais l'État peut-être réagi, mais... parce que sinon ça va être un petit peu long. L'État a réagi, sauf que comme d'habitude on n'a pas mis les moyens en face. C'est un délit depuis 2018 le rodéo. Je crois que c'est passif de 5 ans d'emprisonnement. Le problème que vous avez, alors c'est pas le problème qu'on a aujourd'hui, mais le problème que vous avez dans la majorité des cas, c'est qu'on n'arrive pas à les identifier. Vous aviez, j'avais les chiffres, là vous aviez 630 000 interventions en 2020, je crois, pour 6 450 interpellations. Mais là, en plus de ça, on les connaît, on les identifie. Il y a la législation prévoit la confiscation des motos, des scooters, etc. Sauf qu'il y a confiscation possible. Il y a deux problèmes. Et ça passe en comparution immédiate. Il y a deux problèmes. Les tribunaux sont complètement engorgés, donc on ne peut pas les faire passer en comparution immédiate. Le deuxième problème, on facture le gardiennage des véhicules saisis à la justice. Vous vous rendez compte? Donc ça devient n'importe quoi. Si à un moment donné, encore une fois, je reviens sur mon dada du jour de volonté politique, si à un moment donné, vous ne prenez pas le problème dans son ensemble, et que vous ne regardez pas le problème de la dérive de la société, du refus total de l'autorité, de la valorisation de ces actes qui passent pour des actes de rébellion maintenant. Et ça va être, on va se retrouver, vous avez l'épisode du masque, enfin des choses comme ça. Donc tant qu'on n'aura pas pris la mesure de tout ça de manière globale et qu'on ne mettra pas les moyens en face, la justice est dépourvue de moyens, on en sera toujours là. Force est de constater, Carole Guillarme, comme le disaient les deux invités d'ailleurs, qu'il y a un problème avec la dissuasion des peines.
Aujourd'hui, ça n'est pas de nature à empêcher quelqu'un de recommencer ou de se livrer à ce genre d'acte. Ce qui était redouté notamment par les forces de l'ordre, à chaque fois, c'était l'escalade qui peut être menée. Quand vous avez un individu qui fait son rodéo urbain, d'avoir un effet de course-poursuite qui peut se mener sur une commune et d'avoir un effet d'entraînement parfois désastreux. Donc aujourd'hui, on a légiféré et le comportement est répréhensible. Il y a des saisies de véhicules qui se font. C'était déjà répréhensible. Vous avez modifié les peines, mais sauf comme il n'y a rien derrière, il ne se passe rien. C'est pas il n'y a rien. Enfin, moi, je vous avoue qu'en tant qu'élu local, on voit les forces de police agir, saisir parfois les véhicules. Je suis d'accord avec vous. Il y a tellement de phénomènes qu'il faut naturellement multiplier. 10% des faits qui sont. Non, mais c'est un débat aussi. Oui, concevoir d'être interrompu pour vous relancer. Donc on peut faire des lois tant qu'on veut, mais s'il n'y a pas les moyens derrière, c'est. Je suis d'accord avec vous. Et encore une fois, c'est ce que vous indiquiez tout à l'heure. On en revient à la question des moyens dévolus d'un côté à la police. Vous disiez, parce que vous parliez des États-Unis, c'est un scénario qu'on aurait peine à. Les policiers ne sont pas les mêmes là-bas non plus. Les policiers américains sont traints différemment des policiers. Vous faites un excès de vitesse, vous êtes arrêté sur une autoroute, je sais pas, au Texas, et tout de suite vous êtes interpellé, vous êtes présenté à un juge. Enfin, je veux dire, ça m'est arrivé personnellement. Non, mais un petit excès de vitesse sur l'autoroute, vous allez devant le juge. Et c'est hyper impressionnant. Vous avez l'impression d'être un bandit de grand chemin. Ça existe pas, en fait. Sans aller jusque-là. Parce qu'on n'a pas de justice. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Ce que les citoyens vivent au quotidien, c'est quoi? C'est qu'ils ont le sentiment d'avoir une automaticité de la peine lorsqu'ils vont faire une infraction de 1 km/h, 2 km/h quand ils vont dépasser la vitesse en ville, et qu'ils ont le sentiment qu'il y a une automaticité de leur relax, etc. Quand il y a des poids de mesure. Il y a deux poids de mesure. Il y a quand même des peines lourdes. Il y a des peines lourdes dans ces cas-là. Aux Pays-Bas, je prends toujours cet exemple-là parce qu'il est vraiment symptomatique. Parce que les Pays-Bas, c'est un pays très libéral, très ouvert, qui n'est pas du tout carcéral. Aux Pays-Bas, il y a une réponse immédiate dès que quelqu'un fait une infraction. C'est-à-dire que c'est de l'emprisonnement, c'est de l'incarcération. Alors, c'est pas le bagne de Cayenne, c'est des centres d'hébergement ad hoc. Ça peut être pour 24 heures, 48 heures, une semaine, mais ça marque le coup et c'est tout de suite. Il ne s'agit pas d'être un tortionnaire. Il s'agit simplement qu'il y ait une systématicité entre une infraction grave comme celle-là, parce qu'il y a eu des morts dans les rodéos urbains. À Marseille, il y en a déjà 3 ou 4 morts. Et puis il y a des gens qui participaient au rodéo, puis il y avait des gens qui étaient pour rien. Enfin, pour rien. Même les gens qui participaient n'étaient pas pour grand-chose, mais bon. Mais si vous voulez, il faut vraiment que systématiquement, les personnes qui se livrent à ces choses-là sachent qu'elles vont aller en prison et que ça va être crescendo. Et sur les récidives, il faut que la récidive s'applique à toute nouvelle infraction et pas à toute nouvelle infraction j'aimerais qu'on avance un petit peu. Identique à celle qui a été commise. J'ai encore beaucoup de thèmes à vous soumettre. Et là, j'aimerais qu'on parle de ce qui s'est passé à Marseille, dans le 10e arrondissement, ce week-end. Le palais omnisport de La Caplette, qui est dans le 10e arrondissement, a été le théâtre de violences et de dégradation. Des centaines de jeunes ont forcé l'entrée de cet établissement avant d'être délogés par les forces de l'ordre. Évidemment, ça soulève la question des réseaux sociaux et de l'incitation à se retrouver sur les réseaux sociaux. On va en parler dans un instant. Regardez ce qui s'est passé en images avec Thomas Chama. Ils s'étaient donné rendez-vous sur les réseaux sociaux. Samedi en début d'après-midi, plusieurs centaines de jeunes pénètrent dans le palais omnisport de Marseille. Quelques minutes plus tard, les forces de l'ordre dispersent la foule à l'aide de gaz lacrymogène. Un policier est blessé et un individu interpellé. Là, on est dans le médiatique, parce que c'est des centaines de jeunes, parce que c'est Marseille, etc. Vous allez dans les Alpes-Maritimes, un peu des Alpes-Maritimes, vous avez des groupes de jeunes dans des quartiers nord de Nice, qui viennent se retrouver dans les villages, mais qui sont dans la montagne. Mais alors, ils sont pas des centaines, mais ils n'ont pas besoin d'être des centaines. Ils sont quelques-uns. Ils se donnent rendez-vous. Ils mettent le boxon dans les villages, pardon d'être direct. Mais ça, c'est pas. Moi, je prends les Alpes-Maritimes, c'est un exemple comme ça. Mais il y en a. Le problème, c'est que c'est même pas de la violence, ça va au-delà de ça. C'est encore plus idiot que ça. Cette violence désinhibée, en fait, elle est passée dans toute la société, dans toute la France, même dans les villes moyennes. C'est pas la peine de stigmatiser toujours Marseille, pour ça qu'il y a beaucoup à dire sur Marseille. Mais c'est pas la peine de toujours stigmatiser Marseille ou Lyon ou la banlieue parisienne, etc. On a vu à Dijon alors, des trucs incroyables. Vous avez des villes dans le Cantal qui ont des problèmes, etc. L'explosion de la criminalité, je crois, c'est plus 57% dans le Cantal, 60% dans la Creuse, quelque chose comme ça sur les 12 mois écoulés. Donc,
C'est global, c'est un phénomène général. Les réseaux sociaux, comme on dit en anglais, don't shoot the messenger, ils servent de ça, c'est un moyen comme un autre. Mais ils en trouveraient des tas d'autres pour se réunir. La question donc il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, vous savez, j'ai 55 ans. Qu'est-ce qu'on fait alors ? J'ai été élevé toute ma vie dans ce beau slogan de Jean-Yann, là, il est interdit d'interdire. Voilà. Alors au bout de 50 ans, d'interdire, on arrive à des trucs comme ça. À un moment donné, il faut qu'on se reprenne en main tous collectivement. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être un tortionnaire et d'incarcérer à tour de bras. Mais enfin, entre le laxisme total auquel on assiste à l'heure actuelle et une reprise en main de la société qui passe par l'éducation, enfin l'éducation nationale, entre autres choses, et par l'éducation des parents, et par la convocation systématique des parents. Vous savez, il y a une mesure simple. C'est pareil, Nicolas Dupont-Aignan, son porte-parole, hier, quand il y avait une infraction... Heureusement que c'est lui que vous invoquez. C'est mon job. Quand il y avait un jeune dans la ville qui mettait un peu le bazar, il convoquait les parents, il leur expliquait les choses. À l'ancienne. Et il leur suspendait pour un mois les allocations municipales qu'il leur distribuait. C'est proposé de plus en plus. Quelques années plus tard, il y a un de ces jeunes qui est revenu le voir, il a dit « Monsieur, vous m'avez sauvé la vie ». Parce que j'ai pris conscience. Alors, je n'ai pas de taux de réussite à vous proposer. Parfois, les parents sont complices ou sont virés de leur HLM parce qu'eux-mêmes cautionnent. Ça peut arriver, mais c'est un premier pas quand même. D'accord, Aurélien Véron, un dernier mot là-dessus. Ça a toujours existé. Quand j'étais jeune, il y avait des Mardi Gras. Donc au téléphone à l'ancienne, on s'appelait et il y avait dans le Mardi Gras tous les ans des saccages de magasins au cœur de Paris. C'était pas Marseille. Il y a eu ensuite des invasions de pavillons banlieue. C'était plus bon enfant quand même. Moi, j'y ai participé à ces Mardi Gras-là. C'était joli saccage. Je suis entouré des délinquants. La question, c'est l'ampleur que ça prend sur les réseaux sociaux. Évidemment, multiplie ce genre d'événements. Partie de l'émission, on va parler de ces longs mois à tenter de résoudre ce qu'on appelle le problème du crack à Paris. Et ce matin, Jean-Marc Morandini a décidé de déplacer son émission Porte de la Villette, où vous le savez, les toxicomanes consommateurs de crack ont été déplacés. Regardez un extrait de cette émission qui a duré plus d'une heure, avec un riverain excédé. Et regardez aussi vers quoi on va et le risque qu'encourent aussi ces populations. Nous, on est complètement enragés. On a fini par créer notre propre milice. Attendez, vous avez créé une milice ? Ah oui, complètement. Ronde de nuit, ronde de jour. On place carrément nos effectifs, à raison de 2 ou 3, avec les moyens du bord. Et on fait quasiment des rondes au quotidien et on se met quasiment sur les côtés pour pouvoir vérifier où est-ce qu'ils sont. On a la chance d'avoir des grosses structures hospitalières à Paris avec des hôpitaux à l'ancienne entourés de murs et tout. Profitons-en. Donc profitons-en. C'est un problème récurrent. Moi, je suis déjà venu sur ce plateau pour parler du Jardin des Halles il y a 2 mois de ça à peu près. Donc, mais déjà cet été, entre la mairie et la police, on se renvoyait la balle. Voilà, et on continue à se renvoyer la balle. C'est d'abord et avant tout un problème sanitaire. D'abord et avant tout un problème sanitaire, donc c'est une réponse médicale qu'il faut apporter. Et pour ne pas y couper. Donc on est obligé, effectivement. Alors il y a le Val-de-Grâce qui est là, qui est vide. Il y a l'injonction thérapeutique. Il y a des. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas soigner du crack. Enfin, on peut pas se désaccoutumer du crack. Il n'y a pas de substitut au crack. Il faut du sevrage. Et c'est du sevrage pur et dur. Donc c'est extrêmement violent. Donc effectivement, ça nécite un endroit clos, fermé, isolé de la population. Ouais. Ça, et un suivi a posteriori. Et un suivi a posteriori à vie. Et le problème qui a fumé du crack, toute sa vie sera sensible au crack. Et tout ça, ça implique aussi des fonds. Et le problème, c'est que le malade devient dealer. À l'Agora. Puisque pour dealer peut-être d'autres drogues, mais il devient dealer pour trouver l'argent. Pendant que vous en soignez certains, il y en a d'autres qui vont arriver sur le marché du crack. Donc ça va continuer. C'est les deux choses en même temps. Vous voulez qu'on parle du problème de la police, de la justice, etc. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est tant que vous n'avez pas une politique globale, tant que vous ne faites pas le constat de la situation actuelle du pays, et encore une fois, il n'y a pas que Paris, ça existe dans d'autres villes. Donc tant que vous ne prenez pas cette mesure-là, et que vous ne décidez pas d'arrêter de dépenser de l'argent sur des choses qui sont complètement inutiles, d'aller subventionner des compétiteurs à l'autre bout de l'Europe en versant de l'argent inutile à l'Union européenne, et que vous redéployez pas de l'argent, que vous ne redéployez pas de l'argent sur des choses qui sont des fonctions régaliennes de l'État. On a un déficit de 40 000 policiers, on a un déficit de 40 000 places de prison. On va peut-être commencer par là. Il y a des choses à faire dans l'ordre, d'accord ? Parce qu'après, la police, elle fait son travail. Mais les trafiquants de drogue, ils passent combien de temps en prison ? Et après, la jeunesse dans les quartiers. Quel est l'avenir de la jeunesse dans les quartiers, hormis le trafic de drogue ? On est un petit peu pris par le temps. Il y a quand même un dernier sujet que j'ai évoqué en plus au sommaire de l'émission, dont j'aimerais qu'on le traite, même s'il ne reste que 5 minutes. C'est cette proposition d'Arnaud Montebourg de bloquer purement et simplement les transferts d'argent privé vers les pays qui refusent de rapatrier
ressortissants visés par une mesure d'expulsion. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est une mesure efficace, injuste, sachant, Philippe Doucet, que ça représente souvent 30% du PIB dans les pays concernés? Arnaud Montebourg, extrême droite, vous mettez un signe d'égalité? Mais j'ai pas dit Arnaud Montebourg égale extrême droite. J'ai dit cette proposition est une proposition qui vient de l'extrême droite. Moi, je vous vois un peu souffler quand vous entendez. Oui, enfin, je ne sais pas, Olivier Faure donne des brevets de socialisme maintenant, mais la question n'est pas là. Globalement, l'État français a un gros dossier à gérer avec l'Algérie. On est d'accord? Il y a tout un tas de choses qui sont sur la table. On ne va pas prendre un catalogue de mesures comme ça les unes derrière les autres. Non. Quand on fait une négociation, d'abord, en plus de ça, on ne donne pas les éléments de négociation avant d'avoir commencé la négociation. Donc, il va falloir à un moment donné qu'on se confronte à l'Algérie. Oui. Les États, les relations inter-États ne comprennent que la force, rien d'autre. Rien d'autre. Donc 100%? Il faut être sûr du 100% de suppression de visa? Ça peut être il faut rentrer dans une négociation globale qui va inclure l'immigration, le regroupement familial, le gaz, le passage des avions français pour aller au Mali avec Barkhane. Tout ça, c'est un tout. Et ça va se régler entre le Quai d'Orsay et le ministère des Affaires étrangères. Bon, merci à tous les quatre. On est déjà arrivé à la fin de cette émission. On doit céder la place à ceux qui nous suivent. En l'occurrence, Laurence Ferrari. Ce sera Punchline d'ici quelques minutes. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vous retrouverai avec grand plaisir d'ici quelques jours dans cette même émission. Je vous souhaite une excellente soirée sur l'antenne de CNews et je vous retrouve demain, 15h30, pour 90 minutes info à nouveau.